Qui commence, peu importe. Alors, on commence cette série de vidéos ou ce documentaire, on verra comment on va faire en montage. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Tu attendais après Vous moi. êtes là, Bonsoir la famille. Vous êtes là ou quoi? Je me suis dit, merde, tu fais le live seul ce soir. On va parler dans cette vidéo-là longuement des décodeurs, comment ça a commencé, qu'est-ce qui nous motive, on va parler de spiritualité, on va parler de complotisme et on va parler des sujets qui nous touchent et qui nous motivent en fait, qui sont notre moteur en général. Donc, moi je suis Léo, j'ai fondé les décodeurs mars 2020. En fait, j'ai rien fondé du tout, j'ai commencé juste à faire des vidéos, je savais pas ce que ça allait devenir. En cours de route, il y a Rudy qui a rejoint l'équipe quelque part fin 2020. Septembre peut-être. Voilà. Fin de l'été, ouais. Et ensuite, on a reçu Nicolas, cadeau de TF1, lors d'une émission, enfin lors d'un journal qu'ils ont fait sur nous, d'un reportage qu'ils ont fait sur nous, en essayant de nous attaquer. Au final, ils nous ont offert ce magnifique cadeau qui est Nicolas et avec sa sagesse. Donc, commençons avec 2020. Ouais. Okay? Parce que 2020, c'était l'année... Non, on entend les poules là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on les voit même dans les plans, c'est super. Alors, je la refais. Ouais. Ouais. Commençons avec 2020. Parce que c'était un petit peu le moment déclencheur de... Commençons. On a bêtisier, c'est bien. Ouais. Alors, commençons avec 2020 pour voir qu'est-ce qui s'est passé et quelles étaient les conséquences à chacun de nous avec le Covid et tout ce que ça engendrait derrière, sans trop traîner sur le sujet, parce que c'est un sujet, on a fait le tour 1000 fois. En ce qui me concerne, je vais répondre un petit peu à côté de la question, comme souvent. Ça a commencé un petit peu avant, plutôt vers 2019 en fait, avec une vidéo d'Alexis Cossette, hein, que vous connaissez, qui s'appelait QAnon pour les sceptiques. Une partie des opérations de l'administration Trump vise l'État profond. Et Trump, Q, nous explique de quelle façon l'administration Trump s'y prend pour piéger ceux qui ont tenté de destituer le président. Waouh, qu'est-ce que c'est cette histoire? J'avais vu passer le terme une fois ou deux, et tout ça, j'avais aucune idée de ce que c'était. Je me suis dit, tiens, ce type-là, Alexis, je connais pas, YouTube me le propose, voyons ça. Et là, je découvre quelque chose qui m'a pas mal surpris. C'est l'affaire Q, l'existence d'un plan, en gros l'existence d'une force qui s'attache à contrer ce mondialisme que je voyais arriver comme un rouleau compresseur depuis des années déjà, et qui me déprimait beaucoup en fait. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais pas du tout anticipé, l'existence d'une force qui allait contre ça. J'ai écouté ça et je me suis dit, tiens, ça a l'air assez crédible, et je me suis beaucoup intéressé au sujet Trump à ce moment-là. Et il me semblait très clair qu'il y avait un jalon à la réélection de Trump qui allait devoir se jouer. Ils allaient faire quelque chose dans le camp d'en face pour empêcher Trump à tout prix d'être réélu. Et ça, c'était très clair dans ma tête. À ce moment-là, même avant qu'on parle de Covid ou quoi que ce soit, j'avais déjà l'intuition, enfin pas l'intuition, mais c'était une des hypothèses que je me faisais qu'il y avait un virus qui allait débarquer. Donc quand j'ai entendu parler de Covid, je me suis dit, voilà, ils nous sortent ça. Bon, j'avais pas du tout anticipé l'ampleur que ça prendrait. Je pensais qu'ils allaient nous faire un truc comme en 2009-2010, quoi. Ils allaient paniquer un petit peu et tout ça. J'avais pas du tout anticipé qu'on verrait là, les 2 ans de Covid qu'on a vécu. Et donc voilà, du coup, quand c'est arrivé, cette chose-là, moi, le virus m'a pas fait peur du tout. J'étais un petit peu, on va dire, sur mes gardes au début. Et puis je pense qu'au bout de 2 semaines, on avait toute l'information qu'il fallait pour comprendre que c'était une supercherie. En l'occurrence, si je dois résumer en une phrase, on parlait beaucoup de l'Italie à ce moment-là. Et le ministre de la Santé italien était allé dans un journal britannique pour dire « Ouais, mais en fait, il n'y a pas du tout autant de morts que ce qu'on nous raconte. » Et donc pour moi, c'était un déclic. Ça fait aucun sens, cette nouvelle-là, d'un point de vue sanitaire. Donc c'était un prétexte pour imposer un totalitarisme, un autoritarisme dans la société tel qu'on l'a vu se déployer pendant ces 2 dernières années. Et même si la situation était très claire, il y avait une énorme frustration, c'est que, à part ma femme, on va dire, elle, on la met de côté, mais dans mon entourage, personne ne voulait écouter mes arguments, tout le monde était en train de paniquer suite au narratif développé par la télévision, et ça me frustrait beaucoup. J'essayais de convaincre des gens, ça marchait absolument pas. Et donc à un moment donné, je m'intéressais, on va dire, aux différentes chaînes complotistes, que ce soit Sylvano, que ce soit Alexis, puis je suis tombé sur les décodeurs, une émission spécifique des décodeurs dans laquelle
quelqu'un, je sais plus si c'était Jean ou si c'était toi Léo, quelqu'un a dit tiens, si jamais vous voulez nous donner un coup de main, contactez-nous ici, voilà. Et donc j'ai contacté, et puis le lendemain... C'était Régis, à C'était l'époque, Régis, peut-être, ouais. qui avait les colibris avec un Q. Salut Régis. d'ailleurs. Bah donc, salut Régis, donc je suis arrivé dans ce groupe-là, donc Régis m'a contacté, je suis arrivé dans ce groupe-là. Ma foi, il y avait beaucoup de monde, ça parlait, je veux dire, ça manquait peut-être un peu de structure, donc bon, je me suis dit, tiens, je vais faire mon truc dans mon coin. Et là, à ce moment-là, il y avait Catherine qui travaillait dans l'équipe, qui m'a repéré, qui m'a un petit peu discuté, puis elle t'a dit, tiens, regarde. Tu travaillais dans l'équipe qui était bénévole, parce que travailler dans Oui, l'équipe, je veux dire, il n'y ouais. avait pas de salariés ou des trucs comme ça. Tout à fait, ouais. Et c'était le groupe de personnes qui m'ont entouré à ce moment-là pour me filer un coup de main, et Catherine en faisait partie. Ouais. Et puis donc, on s'est parlé, et puis après, voilà, moi j'ai commencé à... j'ai tout de suite pris ça comme une opportunité de pouvoir avoir ma petite contribution dans cette espèce de guerre. Et ça m'a apporté un grand réconfort, en fait, de pouvoir dire, ok, ce que j'ai compris peut être utile. Voilà, donc au début j'ai fait de la modération, après j'ai fait un petit segment sur un live, et puis après une chose amenant une autre, je suis devenu un régulier des lives, et voilà, c'est ça qui s'est passé. Au début sans caméra, après avec la caméra, question technique avec Internet et tout. Donc on va s'arrêter là pour toi, parce que justement on est arrivé de début 2020 au décodeur, on va continuer après avec les décodeurs en particulier, mais du coup Nico, toi, comment ça, genre Covid, ou avant si tu veux, jusqu'à ton arrivée? Juste un peu avant, tu sais, comme d'habitude. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Et après les dinosaures. Après les dinosaures. Non, on va prendre, on va aller plus vite. Quand moi j'étais en train de travailler dans un lycée, au moment où justement le Covid, on a commencé à en parler dans les médias et tout. Et ce que moi m'a fait m'inquiéter, c'était justement que les hauts responsables français, ils étaient plutôt relax, tu sais. Au début, ils disaient, ouais, genre, faut pas s'inquiéter, il faut sortir au théâtre. Et moi, quand ils disent ça, généralement, ça produit l'effet inverse à l'intérieur de moi. Donc, du coup, j'ai dit, ça y est. La cabale, elle veut passer au plan de réduction de la population mondiale. Et qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce que je fais? La cabale, qu'est-ce que tu entends? Parce que c'est un mot qui veut dire plein de choses. La cabale dans ce que j'entends, c'est un groupe de personnes qui détiennent le réel pouvoir dans le monde. Parmi ces personnes, on peut peut-être compter les Rothschild, mais bon, ils sont un peu plus nombreux que ça, et qu'ils ont dit, maintenant on passe à la phase finale de notre plan. Mais c'est pas la cabale, genre le mouvement ésotérique. Non, c'est la cabale comme étant une cabale secrète. Ce qu'on appelle nous l'état profond, quoi. Voilà. Ok. Et donc ils ont annoncé le premier confinement très très rapidement après, je crois une semaine après qu'ils étaient tous détendus et tout. Et je me suis retrouvé tout seul à la maison, à tourner entre BFM et essayer de voir quelques informations alternatives, à déprimer quand même pas mal parce que je me demandais qu'est-ce que je fais dans toute cette histoire. On peut plus sortir, et si on sort, non seulement on va nous coller les amendes, qui sait, peut-être on va même nous coller en prison. J'étais pas bien. Franchement, j'étais pas très bien parce que non seulement je me sentais impuissant, en plus je me sentais enfermé tout seul avec mon impuissance. Voilà. Et dans cette histoire, il y a quelqu'un qui m'a, un très bon ami à moi, il m'a envoyé juste une vidéo de Wim Hof et il m'a dit, tiens, fais ça. D'accord? Ça a l'air de rien comme ça. Mais rien que ces petits événements, et sur le coup, je l'ai fait tout de suite, et ça a changé énormément de choses. Tout d'un coup, au niveau de la perception. Déjà, d'un coup, mentalement, ça m'a fait du bien. Physiquement, ça m'a fait du bien. Et à partir de ce moment, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, en fait, à mon échelle, pour contribuer à quoi que ce soit. Et du coup, je suis allé sur pas mal de groupes, à discuter avec les gens, à partager les avis. Et déjà, ça facilite un peu toute cette phase-là de l'oppression généralisée sur nous. Ça fait quand même du bien. Ça fait quand même du bien. Jusqu'à ce que en début 2021, je crois que c'était en février, je me suis retrouvé à être en modo administrateur d'un groupe qui s'appelle QAnon France, où moi j'ouvrais un petit chat vocal après les élections aux États-Unis, où je voulais discuter avec les gens justement pour les rassurer, parce qu'il y en a beaucoup quand même dans ce qu'ils appellent la complosphère qui étaient complètement désespérés par l'événement, et je me suis dit, attendez, des gros revers, on en a connu par le passé, et moi qui étais un peu loin de des histoires du Q, même
en étant administrateur dans ce groupe. Hein. Moi, j'y connaissais rien, j'étais assez éloigné de tout ce qui concerne Q. J'ai essayé juste de faire relativiser quand même les gens sur toute cette histoire-là qui s'est passée aux États-Unis. Et au final, il y a TF1 donc du coup qui engage ce reportage pour faire passer tous les complotistes pour des cons. Les QAnon en particulier, c'était Les QAnon en concentré particulier. dessus. Voilà. Et au début, ils cherchaient les gens parmi le public. Ça, c'est important de le dire. Donc le public des décodeurs, c'est ça? Non, le public, QAnon en général. QAnon Oui, France, d'accord. voilà. Donc groupe QAnon France. Ils nous avaient dit- demandé à nous à l'époque, et j'avais posé la question, et les gens ils voulaient pas participer à ça parce qu'ils savaient très bien ce qui va se passer. Et moi je disais, mais n'ayez pas peur en fait, juste ayez la foi, juste parler avec le cœur et ça va bien se passer. Et puis ouais, mais non, parce que ça a des conséquences derrière, tu sais, ça a eu des conséquences pour moi, ça a eu des conséquences pour toi aussi, clairement. Donc, mais bon, voilà, c'est un moment, Et il du faut coup- confronter tout ça. Voilà, du coup, ils cherchaient parmi le public, mais les gens sont méfiants des médias et on peut les comprendre. Et ils voulaient pas leur parler en disant, bah, de toute façon, ils vont nous faire passer pour des cons. Et le pire, c'est que c'était aussi la même chose dans les administrateurs de groupe, qui étaient un peu comme ça, faut pas leur parler, etc. Ça va mal tourner et tout. Et je dis, bah, attendez, moi, c'était surtout des filles. Je dis, les filles, vous avez des lionnes sur vos photos de profil, mais vous vous comportez un peu comme Une souris, quoi. comme des souris. Voilà. Je dis, moi, je me sens capable de leur parler, et puis je prendrai des dispositions, je parlerai que à mon nom, donc voilà. Filmé. Filmer, et tout ça. Donc on fait venir Julien en question, Le journaliste est le journaliste TF1, alors je l'accueille bien, hein, de la bonne nourriture de Corse, du bon vin, etc. On reste 3 heures à discuter quand même de tous les sujets. Il y avait Julien Assange, il y avait la structure politique, le fonctionnement électoral. On discute de tout. Et après, je suis déçu parce que quand le reportage sort, au final, il m'est dédié quoi 10 secondes. Bah, une Ouais. phrase qui Ouais, fait passer de- pour un débile. Voilà, Mm. une phrase qui me fait passer pour un débile dans 3 heures de conversation qui était très très intéressante. sorti de son contexte. Parce que dans cette phrase-là, concrètement, je me rappelle très bien, hein, tu disais, bah, on peut pas faire taire les gens, parce qu'on avait l'enregistrement, tu nous envoyais la version complète. Tu disais, on peut pas demander aux gens, on peut pas leur dire juste, c'est stupide ce que vous dites, fermez-la. Il faut qu'on puisse débattre, il faut qu'on puisse discuter, il faut qu'on puisse apporter des arguments. Donc, vous voulez parler de la Terre plate, discutons de la Terre plate. Vous voulez parler des reptiliens, discutons des reptiliens, mais pas en disant les reptiliens, c'est vrai autre chose. C'est juste discutons dessus pour que nous puissions débattre, pour voir C'est ça. qu'est-ce que c'est, apporter des arguments. Parce que si tu prends quelqu'un qui croit à ce genre de choses et tu dis tu es stupide, etc., la seule chose que tu vas provoquer, tu vas le fermer encore plus dans ses convictions. Ah, le monde me combat parce que j'ai... Oui, je disais raison. qu'en gros, ce qu'ils faisaient, c'était contre-productif parce qu'ils enfermaient les gens dans des cases. C'est ça. Et vu qu'ils avaient déjà une mauvaise réputation, d'autant plus ça les confortait, même dans les idées les plus farfelues, ça les confortait encore plus dans ces opinions-là. Mais la meilleure façon de combattre la fausse information, si telle est, c'est de donner la vraie information. Et à un moment donné, ouvrir les ondes de discussion libre entre les personnes pour que chacun puisse apporter ses arguments, ses faits, et en sortir quelque chose de là-dedans. Voilà. Il ne s'agit pas d'enfermer les gens qui croyaient quelque chose supposément faux dans leur croyance, juste en les censurant. Parce que eux, ça ne fait que renforcer leur certitude comme quoi ils subissent, parce qu'ils pensent quelque chose de vrai, ils subissent la censure à cause de ça. Vous comprenez ? La chose la plus saine est de discuter, et de discuter de tout. Vous voulez discuter des hommes lézards, discutons des hommes lézards. Vous voulez discuter de la Terre plate, discutons de la Terre plate. Vous voulez discuter des choses que vous passez par la tête, discutons de ça. Nous sommes des êtres d'intellect, nous sommes des êtres sociaux, on peut échanger. On peut ne pas être d'accord, mais on peut échanger et on peut modifier nos opinions mutuelles. Après la sortie, donc, pas la sortie du reportage, mais quand ils sont partis, j'ai cherché à contacter justement Rudy, Léo et Jean. Je leur ai écrit par email en disant que j'ai tous les rushs, j'ai pris tous les rendez-vous, et donc si jamais ils nous le mettent à l'envers, on peut faire quelque chose ensemble. Léo, il m'avait rappelé, je me rappelle, j'étais au travail à ce moment-là. On a un peu rigolé ensemble, et quand ils ont sorti le reportage, on n'était pas déçus. Hein. C'était effectivement à la hauteur des attentes. Hein. Il n'y avait rien dedans, à part juste des crachats dans la figure des gens qui ont accepté très gentiment leur parler. Voilà. Et à partir de là, Léo, il a vu qu'au final, dans l'interview, ce que je disais, c'était pas trop bête.
il m'a dit, viens avec nous, comme ça on partage les infos, un peu les réflexions concernant les sujets qu'on aborde. Et petit à petit, à force de faire des choses avec vous, j'ai fini par arriver à l'écran. Et pareil, la première fois sans caméra, en étant masqué, parce que je travaillais quand même dans l'éducation nationale, je me suis dit, bon, vivons heureux, vivons cachés. Ouais, après, très vite, j'ai dit, tant pis, tu sais, on vit une époque qui rassemble à la fin des temps. J'ai dit, c'est bon. Entre parenthèses, c'est quand même intéressant que, papa, par l'intermédiaire de TF1, nous a envoyé un Ukrainien, quoi. Un an, même pas, avant le conflit en Ukraine. Et regarde, c'était, au final, le reportage de TF1, c'est février 2021, et février 2022, bam. Donc, Puis un Ukrainien, à ce moment-là, tu étais même pas, comme tu as dit tout à l'heure, Q, c'était pas trop ton truc, et nous, c'était un petit peu notre prisme central. Donc au début, il n'y avait pas vraiment une place fixe, on ne savait pas trop, c'est juste on suivait une intuition tous parce qu'on sentait que le trio fonctionne. Puis après la guerre arrive et là, c'est là où tu as trouvé toute ta place avec les traductions russes, l'histoire du camp, parce que nous, on ne connaît pas beaucoup. Tu vois, on ne nous parle pas beaucoup de l'histoire de la Russie et de l'Ukraine de notre côté. Et donc du coup, tu es venu combler un vide. Donc à la fin, on a fini avec le trio où Rudy s'occupe de la partie ouest du monde, parce que spécialiste, BFM TV complotiste de l'ouest du monde, et Nikolai, c'était dans l'est du monde. Juste pensons qu'on avait, à un moment donné, on était un quatuor. Voilà. Ouais, quatuor. Jean, il était surtout dans l'aspect technique de la chose. Il ne se mêlait pas beaucoup dans l'actualité. On cherche à les infiltrer. Ils arrivent comme des petits agneaux. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Le slip avec l'extraterrestre. Remonte un petit peu le télégramme. C'est quelqu'un qui vient de nous poster ça. J'ai pas pu m'empêcher de le remettre pour qu'on le voit bien, quoi. Globalement, Jean, ça a été... il a posé les fondations, il a solidifié les fondations qui ont été posées par Michael. Michael, il m'a aidé beaucoup techniquement. On te salue, Michael. Alors, en ce qui me concerne, moi, mon histoire, moi, je vais commencer un peu avant, mais sans trop traîner. J'ai pris une claque en 2009 grâce à Jean, celui qu'on appelait Pépito aussi, qui faisait partie de l'équipe suite à sa page Facebook avec laquelle il était avec d'autres administrateurs qui s'appelait Lossai France. Et il partageait une actualité qui, moi, me paraissait beaucoup plus cohérente à l'époque que l'actualité des médias de masse. Et moi, à l'époque où je connaissais Alexis, t'étais même pas encore complotiste, Léo. Ah ouais, voilà. Alexis, ça fait un moment, moi, que je connais ce nom et puis que je suis ce gars-là sur Internet. Merci. Voilà. Du coup, j'ai commencé à creuser de mon côté. Très rapidement, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas parce que j'ai quitté l'Albanie, un pays autoritaire, que je viens d'une famille qui était dans des camps de concentration et tout ça, pour arriver au pays des droits de l'homme. Et j'ai bien remarqué que ça dépend quel homme. Et donc, j'ai commencé, les réponses qui m'étaient apportées par l'OCI France me paraient plus cohérentes. Par exemple, il parlait de la création monétaire, il parlait de l'OTAN, des guerres libératrices, on va dire, les guerres pour la paix ou toutes ces choses-là. Et très rapidement, je me suis senti révolté. Je suis passé en mode full pointage du doigt, genre vous êtes tous des ignorants, moi j'ai tout compris maintenant, etc. Parce que j'ai vu des documentaires. Et cette force de rébellion de ce système-là m'a poussé à créer cette page j'aiundoute.com qui s'appelait j'aiundoute.com parce que j'ai vite compris qu'il faut plutôt parler de doute que de certitude parce qu'au final, je comprenais rien en fait. Et donc, J'ai un doute a donné plus tard naissance à Thinkerview. À un moment donné, il y a Bertrand, le gars de Thinkerview, qui nous a contactés avec J'ai un doute. Et il a dit, c'est cool ce que vous faites, mais je peux vous proposer mieux. On va aller chercher à la source ensemble. J'ai un carnet d'adresses, etc. Puis j'ai un plan précis. Alors du coup, on va l'appeler J'ai un doute, c'est très bien, mais il faut que vous supprimez tout ce que vous avez fait jusqu'à là. C'est-à-dire, hors de question. Nous, on va continuer à faire ce qu'on veut, ce qu'on fait. Si tu veux, on peut créer une autre entité. Et cette entité-là, on a trouvé le nom, nous, l'équipe J'ai un doute. On l'a appelé Thinkerview. Nous, l'équipe de J'ai un doute, avons créé le logo. Nous, l'équipe J'ai un doute, avons créé aussi la bande-son de Thinkerview. Nous, l'équipe J'ai un doute, s'occupait de tout le travail technique. Bertrand, il emmenait les invités, il organisait la rencontre.
jamais arrivé dans l'histoire du monde que la technologie avance avec telle vitesse. Et le résultat, c'est que toutes les structures sociales mondiales sont bouleversées. Je ne pense pas qu'on puisse continuer, c'est ça le sujet de mon livre « Le siècle des menaces ». On ne peut pas continuer comme ça, ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Quoi que racontent nos dirigeants de quelque parti que ce soit. Il n'y a rien à faire. L'humanité va dans le mur et on n'y peut rien. Et ça, c'est le genre de considération qui échappe au public complètement. Plus de productivisme ou de consumérisme ne peut pas guérir les maux du consumérisme. Plus de productivisme ou de consumérisme ne peut pas guérir les maux du consumérisme. Et je ne suis pas pour l'apocalypse, pour la catastrophe, etc. C'est pas du tout ça. Je dis simplement, voilà quelle est la situation. Elle est très simple. Vous avez une quantité finie de ressources, et cette quantité finie, elle sera à un moment ou à un autre consommée. Il y a beaucoup de controverses, des gens qui disent mais non, pas du tout, ça va s'arranger. Alors, on dit, l'homme s'en est toujours tiré. Voilà, ça c'est le raisonnement classique. On a toujours trouvé des solutions, on va s'en tirer, donc les gens qui parlent d'épuisement se trompent. La controverse est là, mais je crois que c'est pas vrai. Nous sommes dans une situation jamais vue. On peut pas dire l'homme s'en est toujours tiré. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Les pénuries seront aggravées par la science et la technologie, ou au contraire de ce qu'on pense. Et donc, et c'est vrai, mais ce qui est arrivé, c'est que la machine s'est emballée. Personne n'avait pensé, quand j'avais votre âge, personne ne pensait que la machine allait s'emballer. Oui, je sortirai de ce monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Et on posait les questions ensemble au début, et du coup, Thinkerview a commencé comme ça. Au début, ça se filmait avec nos iPhones. À l'époque, on avait des iPhones. On avait 3 iPhones, on les a posés, puis on a fait du bricolage. Et avec Thinkerview, j'ai eu l'opportunité, donc avec J'ai un doute, j'ai eu l'opportunité de me mettre bien dans le complotisme. D'ailleurs, il y a derrière nous des traînées d'avions. À l'époque, j'aurais certainement utilisé les termes chemtrail, etc. Aujourd'hui, je vois les choses un peu différemment. Mais bon, pardonnez-nous pour ça, hein, c'était pas voulu dans le plan, les traînées derrière, mais bon, ils ont décidé d'eux. Hein. À l'époque, je parlerais comme ça. J'étais vraiment à fond dedans, mais l'avantage de Thinkerview, c'était que ça m'a permis de discuter avec des personnes compétentes. C'est-à-dire, à un moment, je me suis retrouvé à échanger avec le vice-président de la commission trilatérale. Pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille de vous y Intéressé. de vous y intéresser fortement, parce que c'est une commission dans laquelle il y a beaucoup de positions, beaucoup de choix qui sont faits pour nos vies. Très sympa, hein, comme individu à échanger avec, etc. Mais il avait une vision, déjà à l'époque, il parlait de l'effondrement total du système bancaire et toutes ces choses-là. J'ai pu discuter avec Bernard Eisenberg, qui était à l'époque, si je dis pas de bêtises, conseiller de François Hollande. J'ai pu poser des questions indirectement, parce que j'y étais pas quand on l'a interviewé, à Alain Chouet, qui était le chef du service de renseignement de la DGSE, qui était, lui, à l'époque, au Moyen-Orient, à l'époque où il y a eu les attentats du 11 septembre et tout ça, donc c'était pas n'importe qui. Un dernier mot, un conseil pour les jeunesses qui pourraient vous regarder par Internet. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à leur esprit critique? Comment endurcir, travailler, affûter leur esprit critique? J'ai un conseil à leur donner. Apprenez l'histoire. Parce que ceux qui la... Alors, elle explique pas tout, mais ceux qui la connaissent pas sont condamnés à la bégayer. Alors, apprenez l'histoire, et il y a pas de pensée magique, il y a pas de fou.
les gens qui font quelque chose, c'est qu'ils ont besoin de le faire par rapport à leur passé culturel, leur passé historique, les violences qu'ils ont subies, ceux qu'ils ont fait subir à d'autres. Et si on ne connaît pas tout ce passé, on ne peut pas comprendre le présent. J'ai pu discuter avec des gestionnaires de fonds. Olivier Delamarche, qui est un personnage que j'adore, il est dans le privé, il est vraiment super en fait. Olivier Berruyer, exceptionnel, des gens qui m'ont appris beaucoup de choses en fait. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de maîtriser, mais dans tous les cas, ce que je voyais, c'est que il y avait une force, j'avais du mal à mettre le doigt dessus, mais il y avait une force qui dépassait les pouvoirs politiques, qui poussait l'humanité vers une direction. Et ça devenait de plus en plus flagrant. J'espérais en 2017 qu'il y ait un changement en France avec les élections, mais quand j'ai vu que c'est Macron qui a été élu avec une fraude visible aux yeux de tous, elle n'était pas dans les urnes la fraude, elle était dans la couverture médiatique en réalité. Parce qu'on s'est retrouvé avec le visage d'un gars qu'on connaissait à peine le nom, partout. Partout. Et étant donné que, à force de bosser avec Thinkerview, j'ai commencé à comprendre un peu la psychologie. Parce que Bertrand, bon, il est ce qu'il est, mais il y a un truc qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son intelligence. C'est une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses avec lui en termes de psychologie humaine et comment pousser les gens vers telle ou telle direction, tu vois. Et du coup, je voyais les mécanismes utilisés. Et tout ça pour dire que je voyais comment il poussait la France. Mais après, je voyais comment il poussait le monde entier vers une certaine direction. Et avec l'élection de Macron, je me suis résigné. Et en 2017, j'ai tout arrêté. J'ai un doute. J'ai commencé à m'éloigner vraiment de Thinkerview. J'ai arrêté de participer à la création des émissions, de participer à beaucoup de choses. Et comme ça, le temps passe. J'ai commencé à me focaliser sur moi. Le temps passe et puis on arrive en 2020. Et 2020, je vois le virus. Et je vois, comme vous avez dit, la différence de traitement entre la Chine et ici. En Chine, les gens appuyaient les boutons de l'ascenseur avec des cure-dents, enfermés dans leur bâtiment pour éviter de choper le virus. Ici, on nous disait non, tout va bien, tranquille, etc. Et j'ai bien compris qu'il y a quelque chose qui arrive. Et ensuite, il y a le virus qui arrive en Europe et qui ferme le resto que ma copine, ma compagne, elle gérait. Okay? Fermeture obligatoire du resto qui a provoqué aussi une faillite du resto. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu à se tourner les pouces, à pas trop savoir. Voilà. Et du coup, moi, à ce moment-là, je voyais cette destruction, mais je n'avais pas pu voir encore une force qui résiste à ça. Et c'est à ce moment-là que je tombe sur... j'ai une expérience spirituelle dont je peux difficilement la décrire, puisqu'il faut la vivre pour la comprendre. Mais concrètement, je suis allé et j'ai dit à Dieu, je dis, toi là-haut, si tu existes et si tu veux faire quelque chose de ça, c'est maintenant ou jamais, parce que vu comment les choses elles vont faire, à mon avis, je me vois pas faire long feu dans tout ça. Donc il y a moyen que je me foute en l'air. Si tu veux de moi, écoute, c'est libre service, sers-toi, fais juste. Et là, je reçois comme un sentiment, d'être rassuré à l'intérieur. C'est quelque chose qui me disait, ça va aller, n'aie pas peur, tu vois. Ça va aller. Je dis, c'est super bizarre, je saurais pas comment le décrire. C'est comme une voix à l'intérieur, mais c'est pas une voix que tu entends. C'est quelque chose, c'est une voix avec un ressenti, avec des images, des belles images d'un monde que je connaissais pas, en fait. Tu sais que c'est pas une idée à toi, genre. Tu sais que c'est pas toi qui entends. Ça venait pas de moi parce que c'était des choses dont moi j'étais terrifié à ce moment-là. Et comment je passais de terrifié à tout va bien se passer, j'ai aucune idée. Mais je me rappelle la gueule que j'avais quand je suis parti faire cette prière dans la nature, tu vois. Et encore pas une prière à la chrétienne ou quoi que ce soit. C'était à l'époque, je parlais de l'univers, et j'étais dans la physique quantique et toutes ces choses-là. Et là, j'ai ressenti cette chose-là et il m'a dit, concrètement, ce que j'ai compris, c'est focalise-toi sur ce qui est positif. Voilà. Et ne t'inquiète pas du reste. Ok. Du coup, je rentre à la maison et en rentrant à la maison, je tombe sur un message Facebook qui disait, pendant que vous pensez que le monde va s'écrouler, il y aura les arrestations de Hillary Clinton, de Obama, et tout l'état profond sera arrêté, le monde sera choqué, blabla. Et donc, c'était une page QAnon, enfin, une page Q, qui parlait de Q et qui donnait un post pour dire n'ayez pas peur de ce qui arrive, parce que à la fin, c'est nous qui gagnons. Et là, mais c'était genre immédiatement après, donc signe plus clair que ça, qu'est-ce que tu veux?
Et donc, j'ai commencé à creuser de ce côté-là, et c'est en une semaine, j'ai mangé toute la rhétorique qu'il y avait derrière Q, et c'est là où j'ai commencé à comprendre pourquoi je déteste Trump à ce point-là. Parce que je me suis posé la question, et j'ai remarqué que je le déteste parce que je le connais pas en vrai. Tu vois, je le connais pas du tout. Et la seule chose que je pensais de lui venait de ce que les médias m'avaient mis dans la tête. Et du coup, j'ai commencé à prendre du recul et je me suis dit, mais Léo, tu regardes plus la télé, t'as pas confiance aux médias. Pourquoi tu formes ton opinion sur Trump basée sur ces médias que tu sais pertinemment qu'ils te montrent? Et donc, j'ai commencé à changer mon point de vue sur tout ça. Et là, j'ai vu que il y a cette force que j'avais déjà détectée dans le passé, mais que j'avais toujours du mal à mettre un doigt dessus parce que je connaissais pas l'ennemi, mais du coup, je connaissais pas non plus l'allié parce que je voyais pas derrière ces formes, tu sais, dans les backstage, comme on appelle ça, dans les coulisses. Je voyais pas la guerre dans les coulisses. Et ben là, je savais qu'il y avait une sorte de force, mais que j'avais jamais pu comprendre. Et du coup, j'avais un doute, est-ce qu'elle existe réellement ou pas? Et ben là, avec l'arrivée de Q, je me suis dit, ok, bah du coup, on n'est pas seul. Surtout comme je viens derrière cette prière-là. Et voilà, du coup, je vais aller faire une autre prière du coup à la croix que vous allez voir dans pas longtemps dans la vidéo. Et dans cette prière-là, bah du coup, c'est là où je fais mon pacte, où je dis, ok, la seule chose que je te demande, c'est faire en sorte à ce que ma compagne et ma famille soient en sécurité, à travers moi, etc. Moi, je mets tous mes objectifs personnels de côté et je te donne ma vie pour moi, parce que de toute manière, comme je t'ai dit, je ne sais plus quoi faire. Je me vois pas vivre dans ce monde-là qui est en train de s'effondrer. Je n'ai pas d'attente, tu vois, j'ai plus rien. La seule chose qui me reste maintenant, c'est toi. Fais ce que tu veux. Et là, il y a eu une expérience, je n'ai même pas envie d'en parler comme ça parce que ça va faire super bizarre, on a fait un pacte. Suis ton intuition, je parlerai avec toi à travers ton intuition, suis ton intuition, n'aie aucune crainte à aucun moment, peu importe ce à quoi tu es confronté, et je m'occupe de tout le reste. 3 mois plus tard, tout fonctionnait d'un point de vue familial, avec ma compagne, d'un point de vue besoin financier, tout était occupé. C'est pas qu'on a commencé à avoir beaucoup d'argent, mais on finissait les mois à zéro, pas en dette. Donc c'était déjà un excellent début, tu vois. Et du coup, bah, j'ai pu voir la force de cette foi, tu vois, de cette chose. Suis ton intuition même quand tu la comprends pas. Et du coup, j'ai commencé à suivre mon intuition. Comment? Bah, je voyais un ami à moi qui faisait, lui, il était coincé pendant les confinements à Paris. La chaîne, vous l'avez rencontré d'ailleurs. Oui. Et en fait, lui, il était coincé à Paris. C'est une star très connue en Albanie. Et il faisait des vidéos. C'est quelqu'un avec un cœur extraordinaire. Il a commencé à faire des concerts privés. C'est où il a live streamé. Il a fait des lives où il faisait des concerts de ses chansons pour que les gens puissent les regarder. Et tous les soirs, il échangeait avec les gens. Bref, il s'est rapproché. Il y a eu quelque chose d'humain magnifique. Vetëm ti, si ujësie që ma bën zemrën thërime. Vetëm ti, si ujësie që ma bën zemrën thërime. Et moi, ça m'a inspiré. Je me suis dit, mais moi, j'ai pas le public qu'il a, j'ai pas les chansons. Par contre, ce que j'ai, c'est la nature. Parce qu'à l'époque, j'ai déménagé ici pour rester. Jusqu'à là, je faisais des allers-retours France-Suisse. Mais là, je me suis posé ici parce que je pouvais plus passer la frontière, tu vois, à cause du Covid et tout ça. Et je me suis dit, je vais partager la nature. Les gens à Paris, ils sont enfermés dans leur maison. Bah, du coup, moi, je vais leur partager. Comment je vais le faire? Bah, j'ai encore la page, j'ai un doute que j'utilise plus. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, mais en même temps, j'ai commencé à parler de ce que j'avais appris avec Q. Pour dire, tout n'est pas perdu, il y a de l'espoir. Et bah, c'était comme ça, le premier live de ce qui est devenu par la suite les décodeurs. Je me rappelle, il y avait au début genre 6 personnes, après 7, et à la fin du live, il y avait 27 personnes qui regardaient. Et pourquoi les décodeurs? Alors ça, c'est venu plus tard le nom, parce que pendant une période, on s'appelait 17, c'était un jeu de mots avec le 10 DIS, et 7 plus loin, 7 étant la perfection, donc soit parfait dans la parole, et 17 le numéro qui était la lettre Q.
Mais il y avait Johan à l'époque, on avait formé une petite équipe avec des invités que j'avais invités dans une émission, et Johan avait proposé l'idée décodeur. Johan Fakra, d'ailleurs, certains le connaissent puisqu'il a beaucoup travaillé dans le complosphère, on va dire, voilà. Mais entre grandes guillemets, ce mot ne veut rien dire en vérité. Et du coup, pour troller les décodeurs du monde, il a dit, tu sais quoi, vas-y, on va les troller, on va coller un Q là-dedans. Et à l'époque, ça m'a paru une très bonne idée. Et du coup, le nom est resté. Après, il y a eu le logo avec le lion et l'agneau qui vient de la Bible, parce que du coup, dès que j'ai eu cette relation avec Dieu et avec le Christ, tout de suite, j'ai pris la Bible dans les mains, mais j'ai très vite compris que je comprends pas grand-chose. Mais en fait, je comprends pas grand-chose et je m'y retrouve pas du tout aux interprétations de la Bible qu'on m'offrait jusqu'à ce moment-là, tu vois. Donc, la seule chose que j'ai gardée, c'est que dans les révélations, il y a le seul qui est digne d'ouvrir les 7 sceaux, c'est le lion de la tribu de Juda, tu vois, qui est aussi l'agneau sacrificiel. Et donc, c'est Révélation 5, verset 5, je crois. Et c'est de là qui vient le logo des décodeurs. Et voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. Donc, toute mon expérience de J'ai un doute et de Thinkerview m'a conduit au décodeur où, voilà. Et c'est en suivant l'intuition, il n'y avait pas de plan. J'ai jamais eu de plan, je me suis jamais dit que un jour on sera, je sais pas, on va avoir 35 000 postes connectés quand il y avait l'élection, tu vois, ou le 20 janvier, 35 000 postes connectés, donc on a estimé ça faisait plus de 50 000 personnes, faire un live devant 50 000 personnes, pour ensuite passer pour des cons parce que on disait que ils vont arrêter Biden pour l'inauguration et tout ça. Je suis content, j'étais de l'autre côté de l'écran à ce moment-là. Ouais, voilà. Bon, je compatissais quand même. Mais toujours dans des situations comme ça, il y a eu, j'ai décidé de l'appeler papa par la suite, cette force magnifique qui vient de l'intérieur et que même moi je comprends pas toujours. Et il m'avait bien dit, n'aie pas peur, peu importe le contexte dans lequel tu te mets, n'aie pas peur de l'humilité, ce ne sont que des leçons. Il y a, à partir de là, à partir du moment où on a fait le pacte ensemble, il m'a dit, dans ta vie, il n'y aura plus d'échecs. Il n'y aura que des leçons. Sois fort, sois courageux, n'aie peur de rien, on marche ensemble. Ok. Donc, du coup, on est passé pour des cons devant tout le monde. Bah, je m'en fous parce que je suis pas passé pour un con devant papa. Et du coup, j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait à apprendre. Et ce qu'il y avait à apprendre, c'est juste l'humilité. Et de plus en plus, l'humilité. On se plante une fois, on demande pardon. Erreur commise, leçon apprise, maintenant on avance. Voilà, c'est une phrase qui nous a suivi beaucoup. Et voilà, donc voilà jusqu'à l'arrivée des décodeurs. Maintenant, ça vous dit, puisqu'on a lancé le sujet de spiritualité, ça vous dit qu'on passe dans la partie spiritualité directement, la spiritualité ou le complotisme. C'est quoi, qu'est-ce qui est mieux? Complotisme, comme ça on reste un peu dans le sujet, puis on finit en s'élevant vers les cieux. Ok, alors puisqu'on en est arrivé là, avant de passer à la suite des décodeurs, on va parler un petit peu de complotisme et de qu'est-ce que le complotisme.